Merci à nouveau d'être là. Ce soir, nous recevons Reda Dalil, le plus jeune auteur que nous ayons reçu dans ces rencontres littéraires. Comme d'habitude, on va discuter un petit peu. Ensuite, vous le savez, je vous passe la parole et j'apprécie beaucoup que vous la preniez, que vous ne soyez pas que toutes les questions qui vous passent par la tête, que vous ne les posiez pas à moi après ou à lui après, mais que vous les partagiez avec tout le monde. Alors n'hésitez pas à les garder et à les partager avec nous. Juste avant la séance de dédicace, il y aura une petite surprise, je pense, son petit doigt lui en a parlé, d'un prix littéraire qui va lui être remis, qu'il a reçu non pas au Maroc, mais à l'étranger. Le job est une sorte de totem existentiel, une question de vie ou de mort pour un jeune ambitieux qui se prend la crise de plein fouet. Rally, votre personnage principal, s'est construit tout seul. Il souffre du syndrome du boursier. Ayant réussi à emprunter l'ascenseur social par le biais des études, il traverse la vie avec cette angoisse latente de celui qui, à n'importe quel moment, peut tout perdre. Il vit sans filet, sans parents, fortuné, pouvant, le cas échéant, servir d'amortisseur à un accident professionnel, à une chute. Il s'agit également de la condition humaine, ce combat farouche que mène l'individu contre la fatalité du destin. Retranché du monde du plaisir et livré à la merci des circonstances, Rally ne perd pas l'espoir, même embrumé par l'angoisse, voire la dépression. Du coup, lorsque la fatalité frappe, il est démuni face à ce destin qui semble s'acharner contre lui. Tout se passe comme si sa déchéance était inscrite quelque part, désirée par une volonté supérieure. Vous aimez confronter vos personnages à ce type de déterminisme. Rally a beau se débattre, consentir des efforts herculiens pour s'extirper de l'ornière qui l'enserre, rien n'y fait. On a décidé pour lui qu'il ne s'en sortirait pas aussi facilement. L'histoire de Rally est celle d'un grand nombre de jeunes diplômés qui, après plusieurs tentatives, se retrouvent cassés. Cela vire facilement au traumatisme et à l'impossibilité de repartir à zéro dans la vie. Le roman décrit parfaitement la spirale de l'échec, la perte de confiance en soi, la honte, devant la grand-mère qui est usée aux travaux de couture, qui s'est usée aux travaux de couture pour lui payer ses études à la déchéance. Ce roman est le murmure d'une douce agonie qui peut tous nous guetter à partir du moment où on est dans le monde du travail. Le job est la chronique moderne et audacieuse des heurts et malheurs des jeunes loups de la finance contemporaine qui, de Casablanca à New York, de Londres à Dubaï, se ressemblent comme des frères en adeptes frénétiques des PowerPoint et de la flambe. Bonsoir, Reda Dalil. Bonsoir. Merci, je voudrais d'abord remercier Monsieur Elsa de m'avoir invité. Et puis vous tous, qui êtes venus quand même nombreux. Et alors un salut spécial à deux personnes, Mohamed Nedali, qui me fait l'honneur et le plaisir de venir assister à cette rencontre, qui est un des plus grands écrivains marocains francophones. Merci d'être là. Alors, Elsa, vous m'avez posé une question, je pense. Non, la question, alors, la première question était est-ce que vous aviez envie de parler de la violence de la crise à ce point? Je voulais savoir déjà si vous étiez journaliste. Est-ce que vous aviez déjà quitté le monde de la finance? J'avais déjà quitté le monde de la finance avant d'écrire ce livre. Et donc j'avais connu un petit peu la violence de ce monde. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et à juste titre, que les jeunes loups de la finance se ressemblent tous à travers la planète, à Dubaï, à New York, etc. Et moi j'ai vécu ce monde de l'intérieur. J'ai vécu la violence de ce monde de l'intérieur. J'étais cadre en multinationale, j'ai été contrôleur de gestion. Donc j'ai vécu les mythes blancs, j'ai vécu la pression des bonus, la compétition d'entreprise, etc. Je me suis dit que j'étais pas fait pour ça. J'avais étudié pour faire ça, mais j'ai tout de suite réalisé que je n'appartenais pas à ce monde et que je n'avais ni l'envie
ni cette compétitivité maladive, obsessionnelle qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Et je me rappelle... vu beaucoup de rallyes tomber comme ça oui, autour de moi, j'ai vu énormément de gens perdre leur emploi, des amis de fac aussi, qui avaient fait le même type d'études, à peu près, et les mêmes types d'études à peu près, et qui ont justement souffert de ça. Donc, moi je me rappelle, j'ai eu l'idée d'écrire ce roman, on faisait ce qu'on appelle un arrêté mensuel, c'est-à-dire qu'on envoyait nos comptes à la région qui se situe à Londres. Et il était 3 h du matin, j'étais extrêmement fatigué, puis je regardais les chiffres comme ça se chevaucher sur l'écran de mon ordinateur, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, même si cette boîte m'appartenait, je ne ferais pas la même chose. Et donc, alors en même temps, j'étais sur Internet, et c'était en 2008-2009, et je vois qu'un grand laboratoire pharmaceutique a licencié 30 000 personnes. 30 000 personnes parce qu'il y a eu la crise des subprimes, parce que la maison mère aux États-Unis avait justement reçu de plein fouet l'impact de la crise et avait licencié 30 000 personnes dans toutes les filiales, y compris une filiale thaïlandaise, je crois. Et je me suis dit, c'est incroyable cet effet papillon. Alors quelque chose qui se produit aux États-Unis, qui a un impact à je ne sais pas combien de kilomètres dans une filiale thaïlandaise, quelqu'un qui a finalement qui s'est rendu coupable d'aucune faute, mais il faut dégraisser, etc. J'ai trouvé ça absolument insupportable. Et je me suis dit, tiens, au Maroc, il est arrivé la même chose, mais si on n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup dit que la crise n'avait pas affecté le pays, l'économie du pays. On avait beaucoup utilisé ce mot, cet adjectif. On disait que le Maroc était résilient par rapport à la crise. Or c'est faux, moi j'étais un petit peu aux avant-postes. J'ai pu justement témoigner et voir ça, voir que beaucoup de cadres multinationales ont été sacrifiés sur l'autel de le pragmatisme économique. Il a fallu dégraisser non pas pour éviter de faire faillite, mais juste pour améliorer les marges. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être une belle histoire. Et c'est une histoire qui est assez universelle aussi, parce que je pense que c'est l'article de l'Express que vous avez cité, qui justement a été très sensible à l'universalité, justement, ce cas. Mais en même temps, c'est une histoire inscrite dans un contexte marocain, etc., mais qui parle justement d'une tendance ou d'un fléau qui est de cette crise mondiale qui a décimé l'économie pendant 2 ans. On a du mal à en sortir encore aujourd'hui. Et donc, Rally Habshi est quelqu'un qui n'a pas survécu à cette époque. Il y a des gens qui ont survécu, il n'a pas survécu. Il a 30 ans, il est au sommet de sa productivité, il a un âge où on commence à réfléchir à fonder une famille, à acheter un appartement, etc. Et il est fauché justement, alors qu'il est à l'apogée de son rendement productif en entreprise. Et donc, quand on a fait de grandes études comme lui, il est boursier certes, mais il a fréquenté une fac assez prestigieuse, on est devant une sorte de vide existentiel à un moment donné. Tout ce que la société a promis, tout ce pacte social qui consiste à dire obtenez des diplômes, travaillez, cravachez, soyez sérieux, et après vous aurez la sécurité de l'emploi. À 30 ans, tout ce rêve s'effondre, tout ce déterminisme positif se brise en 1000 morceaux, sans rien, sans perspective, et notamment dans un contexte économique qui est totalement morose, où il est extrêmement difficile de retrouver du travail. Donc oui, c'est à peu près... Mais c'est pas un roman à thèse en même temps, c'est-à-dire que le job est un roman à personnage, le job est un roman centré sur un personnage qui est Rally Habshi. C'est-à-dire qu'avant de l'écrire, je me suis pas dit je vais parler de ces gens-là, je vais parler de leur déchéance, je vais parler de leur déception. Non, c'est d'abord l'histoire qui a imposé ce contexte et non le contexte qui a imposé l'histoire. Parce que moi, c'est pas un roman à thèse, c'est pas quelque chose que je voulais développer. Si j'avais voulu le faire, j'aurais peut-être essayé d'écrire un essai ou quelque chose de plus scientifique, en tout cas de plus argumenté. Mais vous étiez aussi attaché au fait que le personnage soit quelqu'un, comme vous dites, de la classe sociale moyenne, normale, parce que vous dites aussi qu'ils sont moins considérés que la classe aisée qui peut toujours rebondir plus facilement, ou la classe extrêmement pauvre qui... Exact. Bon, moi, c'est une théorie, je ne sais pas, peut-être qu'elle est fausse, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans notre pays, les moyens, ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ont bataillé, qui sont allés à l'école, qui ont essayé justement d'avoir une promotion sociale à travers l'effort, à travers le travail, à travers l'école, à travers la promotion scolaire et académique, sont un petit peu, c'est une classe un peu sacrifiée chez nous, parce que les riches vivent très très bien. Aujourd'hui, paradoxalement, quand on n'a vraiment rien, quand on est démuni, il y a des mécanismes. Quand on n'a pas de choix, il y a l'école publique, on sait que la qualité est assez médiocre.
mais ça reste quand même une possibilité. Il y a l'hôpital public, on sait que la qualité est bonne, mais ça reste quand même une possibilité. Et aujourd'hui, on parle d'aide directe justement aux classes défavorisées. Donc il y a moyen, quand on a intériorisé justement cette condition sociale précaire, de vivre, quoi, de survivre, mais de vivre quand même. Tandis que la classe moyenne marocaine aujourd'hui, elle est extrêmement surtaxée. Bon, après, ça reste assez technique. Quand on touche, on va dire 10 000 dirhams par mois, quand on a un enfant, on va se saigner au calvaire pour l'envoyer dans une école privée. C'est pas évident. Sous d'autres cieux, l'école publique est de bonne qualité et on n'a pas besoin de débourser justement pour scolariser ses enfants. Donc lui, il est vraiment un petit peu la synthèse en fait, ou alors l'incarnation de cette classe moyenne qui est tiraillée. Et donc lui, il n'a pas de parents fortunés, il n'y a pas de filets sociaux. Quand on perd son emploi au Maroc, c'est très difficile parce que pour peu qu'on n'ait pas un background familial aisé, ou une famille aisée, on se retrouve, si on n'arrive pas à trouver d'emploi dans les 2-3 mois, etc., limite à la rue. C'est aussi, non pas pour susciter une prise de conscience par rapport à ça, mais en filigrane, il y a une lame de fond justement qui consiste à faire, non pas à décrire, mais moi, personnellement, à parler, à jeter une lumière crue sur cette classe moyenne qui, à mon avis, souffre. Et alors que dans des pays un peu plus développés, la classe moyenne est la locomotive du développement. C'est-à-dire qu'en général, les sociétés les plus développées sont composées à 80-85% de membres de la classe moyenne. C'est eux qui consomment, ils poussent la machine économique. Chez nous, c'est très difficile parce que... Mais ça, c'est un propos un peu plus technique, un peu plus économique, qu'on retrouve un peu en filigrane entre les lignes et qui n'est pas réellement au centre de la problématique, puisqu'au centre de la problématique, il y a de la déchéance d'un homme. Il y a une histoire. Il y a la déchéance d'un homme, mais il y a surtout le fait que le travail, c'est la vie. On a un peu l'impression que on sait que vous êtes jeune, que le personnage a à peu près votre âge. C'est quand même, l'agonie est tellement forte et je crois que ce livre a eu du succès parce qu'on a l'impression, avec tous les détails que vous donnez, que ça peut nous arriver à tous, en tout cas tous ceux qui sont dans le monde du travail, parce que oui, au début on n'y croit pas, on se dit qu'on va enchaîner 2, 3, 4, peut-être 10 interviews et entrevues et qu'on retrouvera du travail. Et puis au fur et à mesure, si on économise sur les taxis, on économise sur les cafés, on ne veut surtout pas qu'on retire notre café si on ne l'a pas vraiment fini. On reste au... Bref, l'agonie est énorme et j'ai quand même l'impression, après avoir lu des choses sur vous, que le journaliste parlait un peu et que c'était un peu un cri pour le monde du travail. Oui, un petit peu, oui, parce que quand on fait ce métier, on est confronté justement à des drames humains, à des drames sociaux, parce qu'on couvre cette actualité-là. Donc fatalement, ça déteint un petit peu sur notre humeur, sur ce qu'on réfléchit, sur notre réflexion. Et oui, donc le fait que je sois journaliste n'a pas conditionné l'idée, en tout cas, que j'ai eue. Peut-être le traitement, d'ailleurs Guillaume il disait la dernière fois, il faisait un style assez dynamique, très peu porté sur ne repose très peu sur des longues descriptions, des longues phrases. Ça me vient justement de ce métier. Mais au fond, ça reste. Alors, enfin, moi j'ai une méthode de travail, si je puis dire, parce que si tant est qu'on puisse considérer que écrire est un travail, c'est plutôt une passion, c'est plutôt quelque chose qu'on aime faire. Ça fait longtemps que vous avez écrit avant? Oui, j'ai écrit avant, mais j'ai jamais été publié. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, un roman que je n'ai pas fini, mais ça, enfin je veux dire, et qui n'avait intéressé personne, on va dire. Donc j'ai continué à le faire. Cependant, votre métier de journaliste, vous l'aviez déjà exercé, et je crois que vous êtes à la tête d'un magazine hebdomadaire qui s'appelle Le Temps, effectivement. Et qui est un magazine généraliste d'actualité générale hebdomadaire. Salé à Casa, couvre tout le Maroc. Alors, mais l'idée par rapport au journalisme, c'est que c'est extrêmement difficile. En fait, moi, j'aurais préféré faire un autre job. C'est-à-dire être dans quelque chose qui ne soit pas en rapport avec l'écriture. Parce que le style d'écriture journalistique et le style d'écriture littéraire sont deux styles complètement différents.
Alors on a un style sec, on a un style démonstratif, on a un style qui va à l'essentiel, et à côté on a quelque chose de plus enrobé, de plus... Et donc pour moi, pour essayer pour réussir cette transition entre le jour, faire un article avec des phrases courtes, etc., et la nuit, faire entre guillemets, faire de la littérature, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que le basculement est extrêmement difficile parce qu'il s'agit d'écriture à la base. Or, si je faisais autre chose, si j'étais, je sais pas, si j'étais banquier ou si j'étais cadre financier comme Rani Habshi, je pense que la transition se ferait beaucoup plus facilement parce qu'à la base, il n'y a pas les mêmes éléments de travail. Mais en même temps, ça m'aide peut-être à utiliser une langue très accessible, ce que m'ont fait remarquer quelques personnes, et qui est avec une trame et avec une construction très linéaire, donc qui prête justement une lecture beaucoup plus aisée, beaucoup plus accessible. Oui, je ne savais pas moi si c'était dû au fait que vous étiez journaliste ou que vous étiez jeune, que vous avez non, mais que vous avez, il y a vraiment un style d'instinct, un style assez brut, vous avez directement quand même au cœur du sujet, et vous ne mâchez pas vos mots. C'est moins enrobé que la plupart des romans. J'ai beaucoup lu étant enfant, étant jeune, à savoir les classiques, et ça ne donnait absolument rien du tout. C'est-à-dire que je fournissais une énergie incroyable pour essayer de reproduire, je faisais dans le passif, je reproduisais, mais ça ne donnait rien, ça n'avait pas d'âme, ça ne parlait pas, ça ne vivait pas, c'était des lettres, des mots inertes et morts sur la page blanche. Puis après je me suis dit, bon allez, c'est vraiment pas mon style, je ne vais pas me forcer. Donc j'ai combiné un peu de langage parlé, un peu de langage écrit, puis ça a donné le job. Et donc aujourd'hui je me fais plus de complexe, et je me dis, bon je suis comme ça, c'est dans mon ADN, c'est inscrit dans mon code génétique, je vais écrire comme j'écris de toutes les façons. C'est beaucoup plus facile pour moi en fait. C'est beaucoup plus facile parce que je ne simule pas. Avant je simulais. Je me disais que c'était ça la bonne écriture, c'est à ça qu'il faut ressembler. Aujourd'hui, il arrive à un moment donné, peut-être dans la vie d'un auteur ou de quelqu'un qui vit de ses écrits, ou de quelqu'un qui écrit en règle générale, où on se dit, si j'arrive à me perdre moi-même, le reste importe peu, finalement. Pour être le livre le plus vendu aujourd'hui au Maroc, vous n'avez pas à faire de complexe. Je ne sais pas si c'est le livre le plus vendu aujourd'hui au Maroc, je pense qu'il y a de l'humanité. Maintenant, un livre parfait de bout en bout, oui, je veux dire... Les goûts ne se discutent pas, mais moi personnellement c'est pas ce qui me fait plaisir en tant que lecteur. Et j'ai une appétence particulière pour la littérature américaine. Je vais vous lire un passage. Certains ont vécu mon départ en fac comme une sorte de trahison. Mais la plupart ont compris qu'il me fallait poursuivre un destin, m'élever, aussi m'ont-ils accordé leur bénédiction. Moi aussi j'y croyais à ce destin. M'émanciper hors du quartier, j'en rêvais, partir. Dans mon narcissisme puéril, je m'étais convaincue de pouvoir vivre que parmi des gens ayant accompli des études supérieures. Je voulais apprendre, aller de l'avant, côtoyer la crème de cette ville, me fringuer en costard boss, arpenter le boulevard Zertouni en attaché-case à la main, déposer un smartphone sur les tables des cafés en vogue. Enfin, ce genre de choses. Ma faute fut d'avoir, une fois toutes ces choses accomplies, refoulé le souvenir de Kulfa. Je ne répondais plus aux appels des amis, et ma pauvre grand-mère ne me vit plus qu'à l'occasion des fêtes religieuses. Le profil classique du parvenu. Aujourd'hui, la déchéance me guette. Cela peut sembler simpliste, et ça l'est probablement, mais quelque chose en moi réclame un retour aux sources. Pourtant, ce souhait n'a rien de pratique. C'est juste une sorte de vœu pieux, un idéal inatteignable et qui le demeurera. Pendant que ma grand-mère s'occupe à rapiécer des cafetans monstrueusement larges, je dors 1 heure et au réveil, mon conditionnement de chômeur reprend ses droits. Je descends au cybercafé et comme à chaque fois que je consulte mes mails, avant que la liste des messages ne s'affiche sur l'écran, mon cœur galope. J'ai besoin d'un imprévu. Pourtant, il n'y a rien, sinon les sempiternelles annonces recrute.com auxquelles je réponds machinalement. Mon CV doit pourrir les boîtes mail d'un millier de compagnies et je commence à me poser des questions sur l'efficacité de ce site. En un semestre, nulle piste sérieuse, rien. L'oisiveté de longue durée vous forge une armure dont la surface, avec le temps, se transforme en patinoire à déception. Une armure
je l'appelle ainsi. Mais au fond, je n'en pense pas un mot. Oui, à chaque sortie, bredouille d'un cyber, j'ai envie de me terrer chez moi sans plus sortir. Un dégoût mortel m'inonde de ces funestes vibrations. Et je sens que quelque chose, une force intérieure, une lueur s'est éteinte. En fait, je sors affaiblie, dévirilisée. Je vous laisse. C'est difficile ce genre d'exercice, parce que c'est comme quand on se regarde à la télé et on se trouve mille défauts. Oui. Reda va vous lire un petit chapitre. Alors, je vais vous lire un chapitre qui s'intitule Des freluquets punchiques. Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, je vous mets un petit peu dans le contexte, il passe un entretien avec un cabinet de consulting, et là il y a une petite lueur d'espoir, parce que la directrice du cabinet promet de le rappeler. Et donc, comme elle ne rappelle pas, il la piste quelque part, il la traque, il va aller s'installer dans un cabinet, dans un café qui fait face au cabinet, pour guetter son arrivée et aller peut-être, si jamais il en a l'audace, l'aborder pour lui parler, essayer de demander des nouvelles de son dossier. Le lendemain, je décide finalement d'agir. Cependant, mon mode d'action à moi s'écarte un peu de la norme. Le cabinet est situé rond-point du sport, le petit Paris de Casa. Il était un collège public déversant des flots d'élèves braillards, cette partie de la ville serait parfaite. Je suis installé à la terrasse du Café l'Étoile. L'expresso y est facturé 25 dirhams. Hélas, je suis obligé de subir l'arnaque, car l'endroit offre une vue imprenable sur le siège du cabinet. J'y suis posté depuis 6 heures du matin. Une migraine insidieuse bouleverse mon état de conscience déjà chancelant. Quelque part, je me maudis d'avoir recours à ce subterfuge et de traquer pour ainsi dire Madame Roselani. Mais je ne puis faire autrement. J'aurais pu simplement l'appeler, l'interroger sur le sort de ma candidature. Je me serais montré courtois en exprimant un authentique désir de rejoindre le cabinet. En somme, il y avait sûrement moyen de la contacter sans écorner ma réputation. Je ne l'ai pas fait. Madame Roselani, probablement associée gérante du cabinet, tarde naturellement à effectuer son entrée en scène. Je n'ai rien envisagé pour son arrivée. Vais-je brusquement traverser la chaussée pour l'apostropher, lui serrer la main et la rappeler à mon bon souvenir? Ou bien vais-je jouer au paralytique cloué sur sa chaise, en me contentant de la pister du regard? Me présenterai-je à l'agent de sécurité des Creepy pour demander une entrevue? Je n'en sais rien. À vrai dire, ma démarche n'a de but que l'acte d'être là, de sentir que je force le sort, que je tente enfin quelque chose. 8h30, reste un fond de café quasi invisible à l'œil nu. Ma hantise, que le serveur, dans un coup de vent, me l'arrache de la table. Alors j'en caresse la surface de mes doigts, façon de dire, tant que j'en ai pas raclé le fond, pas touche. Ah, la misère engendre des comportements étranges. Elle vous fait éprouver des frissons craintifs, vous porte à vous concentrer de façon exacerbée, comme pour chasser le pire. Question, puis-je lui demander de me réchauffer ce reste d'expresso? Mon seul espoir en cette journée d'espionnage et hontée réside dans la possibilité infime du reste que mon corps, mes instincts. Si mon sang triomphe de mes nerfs, quelque chose est possible. Si face à Madame Roselani, mon instinct de survie prend le dessus, j'ai une chance de parvenir à me faire entendre d'elle. C'est bien le seul but de ma présence en cette bastion d'une bourgeoisie casablancaise, insensible au prix du café. J'attends pour voir. Les vibrations de mon mobile m'arrachent à mes contemplations. C'est ma grand-mère. Je m'efforce de me concentrer sur ce qu'elle dit. Elle est prolixe et mâche les mots avec gourmandise. Je m'en contente de répéter oui, Lala, bien sûr, Lala, comme tu voudras, Lala. En dépit de mon apathie, j'ai compris qu'elle réclamait de me voir. Elle n'a plus que moi, je n'ai plus qu'elle. Les longues phases de solitude la plongent dans le désarroi. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle souffre de ne pas me voir. Oui, Lala, moi aussi, Lala. En fait, elle ne sait pas ce qui m'arrive. Je ne lui ai rien dit. Elle est diabétique et lutte contre un début de goutte. Son cœur est fragile, du coup, je m'interdis formellement de lui causer la moindre angoisse. Du reste, je ne souhaite pas lui renvoyer l'image d'un loser. Je sens qu'elle a une profonde admiration pour moi. Elle est bien la seule, d'ailleurs. Je refuse donc de jouer avec cela. La considération que me voue ma grand-mère demeure en ces temps de détresse une amarre à laquelle je m'accroche ainsi qu'à l'agonisant luttant pour la vie. Le jour où je me confesserai à elle, il en sera fini de mon équilibre mental. Je n'aurai plus qu'à aller me jeter du haut d'une falaise. Oui, Lala, merci, Lala, je passerai, Lala, c'est promis. Je l'aime tellement. 9h30, bon sang, qu'est-ce qu'elle fiche, Madame Roselani? Bon Dieu, mais c'est bien sûr, voilà, tout s'explique, elle est en congé. C'est pour cette raison qu'elle ne me contacte pas. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est l'évidence même. Elle ne me boude pas, elle n'a pas décidé de flanquer mon CV dans le broyeur, elle ne m'a pas menti, elle est juste en congé, cette brave femme. Et dire qu'inconsciemment je l'ai vouée aux gémonies, mon imagination scabreuse en est à blâmer. Tout n'est pas perdu, Madame Roselani me convoquera dès son retour. Hélas, il faudra patienter encore 15 jours, voire un mois. Non, je commets une méprise, elle ne peut pas être en congé. Les cabinets fonctionnent selon un système de départ en vacances collectives.
Fermant leurs portes un mois par an, ils obligent le personnel à faire concorder ce mois avec leur congé annuel. Or, ces cadres qui par dizaines franchissent les portes battantes du siège ne font qu'affirmer ma théorie. Oh mon Dieu, elle m'a lâché. Discrètement, je glisse ma main dans ma poche et comptabilise mes pièces. Comme certaines me glissent entre les doigts, je suis contraint de m'y reprendre à plus d'une fois. Je compte 31 dirhams, un billet de vin et 11 dirhams de petite monnaie. Rapidement, je dépose 26 dirhams sur la table. Étant donné qu'il ne m'en reste plus que 5, je vais devoir marcher jusque chez moi. Alors, il n'y a plus qu'une page. Je regarde l'expresso ruineux, je viens de l'échouiller à petits coups de langue, et il m'apparaît tel un puits sans fond, une allégorie torréfiée de ma chute. D'un mouvement leste, je me dégage de ma chaise et me mélange aussitôt au piéton, me rendant ainsi indétectable au serveur privé de pourboire. Jetant un dernier coup d'œil en direction du cabinet, je remarque qu'une Honda Accord s'arrête en deuxième position devant l'entrée du siège. Il en sort un homme d'un certain âge portant un béret. L'homme, ventripotent, prend le temps d'ajuster son pantalon, puis ouvre la porte arrière. Les jambes fines et dénudées en émergent. Le sang me monte brusquement à la tête. Un pan de jupe apparaît et finalement je la vois. Oui, je la vois. C'est bien elle, c'est bien Madame Roselay. Elle se dresse devant la voiture, majestueuse, un sac à main en cuir accroché à l'avant-bras. Elle aplanit le devant de sa jupe d'un geste discret. Elle parle dans son portable, effectuant des va-et-vient gracieux à bord du véhicule. Voici venue ma chance. Mon corps, Dieu merci, s'anime. Mes jambes s'engagent dans un mouvement de piston. Je cours vers elle, je ne vois plus rien. Lui parler, lui parler, lui parler. Ce but insurpassable sont en moi tel un clairon. Je me situe à l'épicentre d'une révolution instinctuelle. Mon organisme a reconnu ses vrais besoins. Les minauderies ne le contrôleront plus. Il veut manger, s'épanouir, jouir de l'extase d'un revenu régulier. Le voilà qui m'impose sa volonté. Il sait que son salut passera par un job de consultant. Alors il me propulse, il me guide. Je traverse la chaussée en courant, slalomant entre les voitures, je bouscule des piétons. Au loin, Madame Rosalie a entrepris sa marche vers les entrailles du siège. Il me faut l'intercepter. Je redouble de vitesse, des gouttes de sueur me brouillent le regard, je ne vois plus rien. Ahuri, je sprinte vers le confort, et tout d'un coup, un crissement de pneus, un klaxon vrombissant, des petits cris étouffés, et je suis terraché par une douleur sourde et immédiate. Mes jambes me lâchent, je m'effondre sur l'asphalte brûlant. Les quelques secondes précédant le blackout me permettent de la voir, elle, Madame Roselani, s'avançant un petit pas serein vers l'enceinte du cabinet. Elle est si gracieuse, me dis-je. Ensuite, plus rien, des habits. Nima ? C'est un peu un moment où dans le roman, il y a deux parties. Alors, tout le début, il parle à la première personne. C'est tout. Et il y a un moment où ça bascule et où il perd espoir et où là, il y a on a chacun une chose, mais où l'alcool rentre en jeu, où le désespoir, où le manque d'argent crucial, où les vrais problèmes commencent à... Oui, alors au début, le style est un peu enjoué, le style est un peu... il y a beaucoup d'humour. Parce que le personnage, en fait, je parle à la première personne, c'est Radia Hachi, le personnage qui s'adresse justement qui parle. Et donc, quand on vient de perdre son emploi, on a des petites économies, on a eu ses indemnités, alors on a toujours de l'espoir. Donc, alors, il y a un contraste flagrant entre le style de la première partie du roman, et le premier acte, en fait, et à partir du deuxième acte, où ça commence à devenir un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre, parce que sans que la déchéance n'est plus qu'à quelques jours près, etc. Ces économies fondent comme neige au soleil. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur de ce roman, je ne pouvais pas me permettre d'utiliser le même style qu'au début. C'est-à-dire quand on se situe à quelques encablures de l'agonie sociale la plus définitive, on n'a pas à cœur de faire des traits d'humour ou d'être un petit peu léger, justement. Donc il y a vraiment un contraste entre les deux parties. Et je voulais aussi aborder les deux autres personnages. Son ami Ali qui l'héberge avec sa femme, qui a aussi perdu son travail. Et parlez-nous un peu des différences de réaction de ces deux hommes. Alors, Ali et Rally et Ali sont deux personnages diamétralement opposés. Alors, Rally, le personnage principal, lui, il noie justement sa détresse et son chagrin dans l'alcool. Ali va se radicaliser. Ali va aller vers l'islam fondamentaliste, vers l'islam radical, pour justement, et il va se laisser enrôler par une sorte d'imama, espèce de secte en Arabie Saoudite. Et donc, aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu constater dans notre pays, ou un peu dans le monde arabe,
bon, il y a deux types de réactions par rapport à ce genre de drame qui vous arrive dans une vie. À savoir le manque d'opportunités, le manque d'occasion, à savoir le manque d'argent, l'oisiveté, le chômage. Alors il y a ceux qui sont moins portés sur la religion, qui vont peut-être sombrer dans une addiction du type alcool, drogue, etc., pour essayer d'oublier leur mal. Et à côté, il y a ceux qui vont plonger la tête la première dans soit le djihadisme, aujourd'hui on le voit, mais ça c'est vraiment à l'extrême, soit juste dans une piété exacerbée. C'est le cas de Ali. Et Ali est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Ali est quelqu'un dont finalement la vie, il était ingénieur, programmeur informatique, il développait des jeux vidéo pour Konami, et donc il a perdu son emploi d'une façon complètement stupide quelque part. Et c'est encore pire qu'un dégraissage, parce que si vous il y a une scène vraiment dramatique où les actionnaires japonais viennent au Maroc pour le tester un petit peu, voir s'il peut prendre la présidence de la filiale. Et là, grisé justement par le moment, il commet une irréparable. Il perd son emploi, il n'arrive plus à en retrouver. Et c'est aussi quelqu'un qui sert à Rally un petit peu de... C'est quelqu'un qui va tempérer un peu son désespoir, parce qu'il est pire que lui justement. Et parfois, quand on est dans des situations similaires, on a presque envie de passer du temps avec quelqu'un qui vit un drame ou un mal encore supérieur au nôtre. Ça nous permet de relativiser un petit peu et de dire il y a quand même pire que nous. C'est le cas de Ali. C'est-à-dire il y a un contrepoint par rapport au personnage principal, et c'est un petit peu la raison pour laquelle ce personnage a été créé. Mais c'est aussi, parce que dans le roman, il y a aussi le début d'une petite histoire d'amour qui n'aboutira jamais. Et avec... bon, je ne sais pas si j'en dis trop, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le roman, et peut-être que je déflore un petit peu les mystères, les nombreux mystères dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on parle des personnages, il faut que les gens connaissent un peu les personnages. Il en dit trop, parce que je vois. Il faut acheter le livre. Je vais vous lire un petit passage justement sur ce second personnage. Jamais entendu parler de cette loterie. Étudier l'islam en Arabie Saoudite en vue de devenir imam, j'ai envie de rappeler à Ali, au bon souvenir de nos beuveries, de nos plongées dans la luxure. Il n'a pas pu changer à ce point. L'inactivité est incapable de générer pareil revirement chez un épicurien. Si c'était le cas, pourquoi pas moi? En quoi suis-je moins croyant qu'Ali? Certes, l'observation des 5 piliers de notre religion n'a jamais été mon fort, mais ma foi est établie. Je continue à croire que ma connaissance par le travail salarié est possible. Ali devait chercher du boulot dans ce cyber. Il était entendu qu'il mitraillerait les employeurs de CV. Pas une muée en aspirant imam. Et Sophia, je la vois mal se balader en niqab dans les avenues de Riyad. Non, c'est une blague, c'est certain. Je suis sur le point d'asséner une grosse claque sur le dos d'Ali en lui intimant d'arrêter ses conneries. Au moment où je m'apprête à lui dire de laisser sa fille grandir parmi les siens, il me lance le coup de grâce. J'en ai parlé hier soir à Sophia, elle n'est pas contre, elle m'accompagnera. La bourse est généreuse et le cursus dure 3 ans. On essaiera d'inscrire la petite dans une école anglophone. Tu comprends, conclut-il, réfrénant un soupir. Il n'y a plus rien à retirer dans ce pays. En fait, Ali et Rally appartiennent à une génération de transition. Parce que aujourd'hui, quand je discute avec les jeunes, et je pense que c'est assez universel, je pense que c'est assez... Il y a une sorte de... Ils sont un peu désabusés, et il y a une perte de confiance en l'entreprise, en plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des réseaux qui vont se créer, il y a des collectifs qui vont se créer, il y a des jeunes qui vont essayer de faire de l'entrepreneuriat, de faire des choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que cette confiance qu'on avait, cette sorte aveugle qu'on avait dans un système tout puissant, qui avait nos intérêts à cœur, et quelque chose qui disparaît de plus en plus. Aujourd'hui, je vois la nouvelle génération, ils ont juste envie d'être heureux, de passer du temps ensemble, etc. Je me rappelle, dans les années, fin des années 90, je ne sais pas si c'est toujours le cas, bon, maintenant après c'est mon prisme à moi, parce que j'ai pris un peu d'âge, je fais partie de la génération X, pas de la génération Y. Alors à l'époque, c'était, il fallait faire des mathématiques, bon, je parle au Maroc, il fallait faire des mathématiques, parce que toute autre branche
mènerait vers une impasse totale. Il fallait faire des choses, et on était extrêmement pragmatique à l'époque. Aujourd'hui, avec la saturation du marché de l'emploi, il y a de nouveaux comportements qui se créent chez la jeunesse. Et aujourd'hui, moi, les jeunes que je vois, j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez le Café Politis à Casablanca, avec une association qui s'appelle Marocain Pluriel, et beaucoup de jeunes avec lesquels je discute. Alors, c'est-à-dire que l'ambition s'est transmuée en quelque chose de plus collectif, en quelque chose de plus... c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses ensemble, on a envie de s'épanouir en pratiquant un art, en faisant des choses. Le pragmatisme qui régnait il y a une dizaine d'années, aujourd'hui s'effrite, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'opportunités. Tout simplement parce qu'on ne peut plus faire les choses qu'on faisait avant. Et Ali Habshi, c'est quelqu'un qui appartient à une génération de transition. Il comprend aujourd'hui que c'est plus possible. Il comprend qu'il avait un peu les réflexes d'un monde qui aujourd'hui qui a été accéléré, dont la disparition a été accélérée par la crise de 2008-2009. Et donc il est complètement démuni devant cette nouvelle donne. Et on a l'impression que c'est quelque part un handicapé du quotidien. Il n'y arrive pas. Mais on comprend par la suite, parce que beaucoup de gens ont fait la remarque en disant « Mais pourquoi il ne trouve pas de boulot en fait ?» Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il n'essaie pas suffisamment fort. Il peut taper à toutes les portes, il peut se démener, il peut faire des choses. On comprend, en terminant le roman, qu'il souffre d'une brèche fondatrice, originelle, d'ordre familial et parental. Et que ça le fragilise au niveau de l'émotion, au niveau de la sensibilité, et avec très peu de confiance en lui-même, etc., etc. On comprend par la suite pourquoi ce type, qui finalement a 30 ans, et qui n'est pas... C'est-à-dire que son jeune âge n'est pas consubstantiel avec le désespoir total. À 30 ans, on peut rebondir, on peut faire des choses, on peut changer de carrière, on peut bifurquer totalement, basculer vers autre chose, oublier la finance et faire ça. Pourquoi il s'acharne, pourquoi il a une obsession par rapport à ce poste, pourquoi il est fragilisé devant justement ce contexte, devant cette descente aux enfers, on va le comprendre, ça a une explication beaucoup plus profonde, beaucoup plus psychologique et qui est due un petit peu à son enfance, dont on comprendra par la suite qu'elle n'a pas été rose. Le personnage de la grand-mère. Pour moi, votre roman dans les personnages est extrêmement bien construit. Je ne sais pas si vous l'avez fait à ce point exprès. Évidemment, la grand-mère représente la famille. C'est une des grosses différences c'est-à-dire que la crise en Europe, oui, on a toujours nos familles en Europe et on a des liens forts, mais j'ai été extrêmement touchée en vivant au Maroc. C'est-à-dire que la cellule familiale, je ne dis pas évidemment qu'elle n'est pas existante en Occident, qu'elle est plus existante, mais elle est encore réellement présente en général au Maroc. Effectivement, et donc vous avez raison de le dire, le personnage de la grand-mère symbolise parfaitement cette solidarité familiale qui caractérise notre pays, peut-être le monde arabe en règle générale. Il y a encore un espoir. Mais le personnage ne veut pas revenir à ça, justement. C'est-à-dire qu'il se désole que son seul filet social soit sa grand-mère. Il y a un amour, il y a une empathie, il y a une affection incroyable entre lui et sa grand-mère. Il éprouve ça entre sa grand-mère. Mais sa grand-mère, en même temps, signifie un déclassement, signifie le retour à un point de départ. Et donc, il est tiraillé entre le fait de sombrer, justement, c'est-à-dire de céder totalement à ce sentiment, et de dire, d'accord, ok, ça n'a pas marché, je reviens à Ulfa, je reviens chez ma grand-mère. La grand-mère symbolise un petit peu son quartier d'enfant, c'est-à-dire un quartier un peu très populaire, on va dire. Il a réussi à travers les études à sortir de ça, mais il se voit en train d'être déclassé. Et la grand-mère est en même temps amorti ce choc, mais elle rappelle justement cette condition première qui était la sienne. Alors le personnage de ma grand-mère m'a été inspiré par ma propre grand-mère, qui est décédée il y a une dizaine d'années, et qui était vraiment conforme à, je pense, de toute façon mes oncles qui ont eu ma maman, ils ont retrouvé un petit peu cette grand-mère. Donc c'est pas vraiment un personnage que j'ai inventé. Je pense pas que j'aurais pu inventer quelque chose d'aussi vraiment authentique, parce que et vis-à-vis des grands-parents, c'est une relation qui est beaucoup plus désintéressée, une relation qui n'est basée que sur l'affection, alors qu'avec les parents parfois c'est un commerce. Je veux ça, j'ai dit ça, etc. Il y a un sentiment, il y a quelque chose qui va au-delà de l'affection pure. Et donc il était nécessaire justement d'installer ce personnage pour montrer à la fois qu'une solidarité familiale existe toujours et que
quand on est abandonné par tout le monde, par l'État qui est censé justement vous récupérer en cas de chute, par ses employeurs, par vos employeurs qui vous licencient, et bien il y a toujours quelque chose, une sorte d'édredon, quelque chose de confortable, et va pouvoir avancer de chute. C'est le cas de la grand-mère. Et c'est un personnage, j'étais submergé par l'émotion en décrivant ce personnage parce que je voyais ma grand-mère en fait, quelque part. Et en même temps, ça me permet de maintenir un lien avec elle, un lien qui transcende justement sa disparition, son décès. Donc je suis très content, d'ailleurs je lui dédie ce roman à elle, à ma mère et à ma famille. Je vais vous passer le micro pour ceux qui veulent continuer. Je ne sais pas, tout ça me laisse un petit peu quand même songeuse parce qu'il y a quand même... j'ai pas mal vécu aux États-Unis. Je vois que les gens perdent leur job, n'ont pas honte de faire des petits jobs, même pendant 1 an, 2 ans, le temps qu'il faut, survivent, rebondissent, repartent, do it again, try it again. C'est plus sain, vous voyez, comme attitude que de se laisser comme ça. Enfin, tout le monde n'est pas fort, mais je pense qu'en général, en Europe et ici, il y a une attitude plus défaitiste. Et en Amérique, quand on te dit tu n'as pas réussi cette fois-ci, tu réussiras, tu recommences, tu prends sur toi, try it again, do it again, et c'est plus sain. Et peut-être que moi, de famille, ça aide justement à se prendre en main un peu plus que de toujours compter sur la maman, le papa, le beau-frère, la belle-sœur, n'est-ce pas? C'est différent, je veux dire, je pense pas qu'on puisse comparer la culture américaine à la culture marocaine ou la culture européenne en général. Et puis les opportunités sont beaucoup moins nombreuses au nord. Pour moi, c'est un vrai travail du journaliste. On est dans la tradition d'Albert Londres, enfin des grands reporters d'avant-guerre du 19e, qui vont faire d'un phénomène de société une histoire passionnante. Et le reproche que j'ai à faire à la presse en général, pas que marocaine, française aussi, c'est d'avoir transformé ce livre en livre témoignage sur le chômage. Et pour moi, c'est pas du tout ça, c'est sur la vie d'un mec de 30 ans que j'aimerais revivre. Pas sa vie à lui, mais la mienne. Et c'est ça que je trouve intéressant, et que tu as su reprendre. Et pour moi, tu es avec Mohamed aussi, qui n'est pas très loin. Vous êtes vraiment les auteurs postmodernes marocains. On n'est plus dans cette tradition d'écrire toujours la Médina, la misère, le détroit, le danger, la noyade, etc. Ce sont des auteurs qui ont une portée internationale. Il y a Patrick Modiano qui vient de recevoir donc, le prix Nobel de littérature, dit qu'un auteur est dépassé par rapidement dépassé par son œuvre et que les lecteurs en voient bien plus que ce qu'il n'a pu exprimer. Comment vous vivez, vous, toutes ces... Oui, je trouve ça vraiment exceptionnel parce que il y a autant d'interprétations qu'il y a de lecteurs. Et c'est vraiment fou, hein, parce que moi j'ai été enrichi, j'ai appris énormément de choses par rapport à mon propre roman en discutant avec des gens qui l'ont lu. Et c'est fou, hein, parce que beaucoup d'idées comme ça qui transparaissent, qui m'ont appris énormément de choses sur ce livre. C'est quand même incroyable parce que quelqu'un qui dit que c'est le lecteur qui finit un roman, c'est toujours le lecteur qui le finit, on abandonne un livre et puis après on reçoit des témoignages avec des compréhensions qui sont multiples et qui sont différentes. Et de toutes les façons qui sont valables parce que le livre est ce que le lecteur en retire et comprend. Et donc, je sais aussi que vous avez, je crois, déjà terminé votre second roman et qui parle aussi c'est aussi un jeune dans le travail, mais cette fois avec toute la force d'une ambition différente. Oui, alors j'avais commencé à écrire ce roman et j'en ai parlé dans la presse, mais finalement j'ai laissé tomber. Après la sortie du livre, et j'ai eu beaucoup de critiques positives et donc ça m'a un peu bloqué, ça m'a un peu paralysé. Alors que je me disais, je pourrais plus en écrire un autre comme ça, etc. Et donc j'ai commencé à écrire un bouquin sur un écrivain marocain qui, par miracle, est arrivé à vivre de son écriture. C'est-à-dire qu'il ne fait absolument rien à côté, il n'a pas de boulot, mais il arrive à vivre de son écriture. Et parce que, par miracle, il a réussi à vendre 14 735 exemplaires son premier roman. Et donc il a eu une petite renommée, il fait des conférences, qu'il facture, tarifé, etc. Donc il arrive à vivre. Sauf qu'il ne sait plus écrire. Sauf qu'à un moment donné, il a un blocage terrible. Et il a une échéance, il faut qu'il rende un manuscrit.
Et si remplace manuscrit ont tant voulu, eh bien sa vie s'effondre. Sa famille, ses enfants, etc. Et bien, il va essayer d'écrire en 15 jours. Donc le monde de la finance et le monde d'un écrivain, c'est un peu... ça se rejoint à un moment, non? Le truc, c'est que comme j'ai vécu un petit peu dans ça dernièrement, et puis j'ai rencontré des gens, j'en connais un petit peu plus sur ce monde de la littérature. J'étais un outsider total à l'époque, enfin quelqu'un... Et donc du coup, aujourd'hui, j'écris sur ce que je sais, quoi, sur ce que j'ai vu, sur ce que je peux témoigner d'un microcosme que je commence un petit peu à connaître de l'intérieur et je ne connaissais pas du tout avant. Et en général, ça donne lieu à une narration beaucoup plus riche, etc. Parce que non seulement on raconte une histoire, mais les gens peuvent apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Donc, par contre, l'autre, moi, Guillaume me disait, ouais, c'était une belle idée. Parce que l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est quelqu'un qui a menti sur ses CV pour intégrer une grande entreprise, parce qu'il a un but précis. Et donc, toute l'idée va consister à justement à conserver le secret, etc. Guillaume avait beaucoup aimé l'idée. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Tu peux la reprendre, Guillaume, si tu veux. Je sais que tu comptes écrire un roman. Non? Comment? Je sais que tu penses l'idée, tes fleurs, d'écrire un roman plutôt qu'un livre. On verra. Plutôt qu'un essai historique. On verra, ok. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Elsa Soltès pour la qualité de ses soirées littéraires au Grand Café de la Poste et pour l'énergie personnelle qu'elle consacre à développer la culture du livre ici à Marrakech. Je la remercie également pour m'avoir permis de prendre la parole ce soir afin de remettre en public le prix Grossel 2014. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté. Pascal François, sculpteur et écrivain. Ce prix littéraire, créé en 2005 par l'écrivain belge Patrick Louis, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir, est un prix récompensant un ouvrage de littérature francophone. Il est décerné selon un vote ouvert, effectué tout au long de l'année par plusieurs milliers d'internautes. Ce prix indépendant, libre, est remis chaque année en public aux mêmes dates que le prix Rossel, l'équivalent belge du prix Goncourt. Sous le joug d'aucune aide ni d'aucune subvention, ce prix en nature est symbolisé par la remise, et comme son nom l'indique, d'un kilo de Grossel. Pour la 9e édition du prix Grossel, j'ai l'honneur de remettre ce soir, au nom de tous les internautes qui ont voté, ainsi qu'au nom de la Maison internationale de la poésie et du livre et de son fondateur, M. Patrick Louis, le prix Grossel 2014 du public à M. Reda Dalil pour son ouvrage Le Job aux éditions Le Fennec. Avec toutes mes félicitations, je vous demande de bien vouloir applaudir M. Reda Dalil. Je tiens à préciser que tous les autres auteurs en lice pour ce prix étaient tous de nationalités différentes, que Reda Dalil était le seul Marocain et que voilà, il a obtenu ce prix. Je remercie justement toutes les personnes qui organisent ce prix, qui en est à sa 10e édition, c'est ça, à sa 9e édition. Et puis j'aime bien parce que dans l'intitulé, c'est un prix qui récompense une œuvre espiègle voilà, une œuvre espiègle. Alors je suis très content de penser que voilà, donc le job est une œuvre espiègle. Merci beaucoup. Et merci pour ceux qui l'ont grossé. Je pense que je ne suis pas un gros cuisinier, mais je vais quand même essayer de me débrouiller avec. Merci beaucoup. Merci les gens. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous le souhaitez. Même jour, même heure, vendredi à 19h, avec l'historien Ami Triki, qui nous fera une conférence sur les 7 saints de Marrakech. Bonne fin de soirée à tous. Non,
c'est pas moi, c'est la femme. Ça me fait négatif.